Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Nous sommes à J-1 du réveillon, puisque nous sommes lundi 23, il est déjà 12h30. Dans un instant, nous allons recevoir deux éminents responsables de la police en Guadeloupe, M. Christophe Gava, bonjour. Bonjour. Il est commissaire division directeur territorial de la police nationale. Et M. Jean-Pierre Frédéric, commissaire directeur territorial adjoint de la police nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va faire un petit peu le point sur la situation à la fin de l'année. On va recevoir plus tard Sylvie Rosier, elle est chroniqueuse du ZCL, avec elle on fera justement ce qu'il faut. Ce que 2024 nous a appris, reconnaître, comprendre et rêver pour 2025. Mariette Montpierre viendra parler de sa série, Mamzelle New York. Et on va terminer par Gérard Pita-Permal. Gérard Pita-Permal, c'est aussi le président du comité indien du premier jour, puisque vous savez que les premiers Indiens sont arrivés en Guadeloupe un 24 décembre, c'était en 1854. Et chaque année, il y a une manifestation. Cette année, ce sera près du MAC. Sinon, l'actualité, c'est la distribution de paniers alimentaires à Capesterre-Bello devant la caméra de Vianney Valverde, démolition d'un immeuble à Font-Logier. Et ouf, les gens respirent parce que c'est un immeuble qui était vraiment, vraiment dangereux. Et il va être remplacé par un jardin. On en parlera avec le reportage de Charlie Dagonia. Lancement de l'opération SAM du département. Et puis le dispositif aussi, sécurité routière, c'est très important, surtout en fin d'année comme ça. On a déjà plus de 51 morts sur les routes. Cérémonie de passation de bâtonnier avec Michel Depape. Et on ira faire un tour, si on l'espère, sur le marché de Noël. Mais avant, je vous propose un petit hors-sujet et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est la minute de silence a été décidée par le gouvernement pour le peuple mahorais. On va aussi, nous aussi, observer cette minute de silence en l'honneur, en solidarité avec le peuple de Mayotte. Une petite minute pour tout le monde, pour nos téléspectateurs et pour vous. Voilà, merci. Je rappelle quand même que la situation est encore très compliquée à Mayotte. Contrairement à ce qu'a annoncé le président de la République, l'eau n'est pas encore dans tous les robinets. Et beaucoup de Mahorais se posent la question, où sont les secours? Puisqu'on en parle tous les jours. Les journalistes qui sont sur place disent qu'ils se promènent un peu partout et on voit encore la désolation. Et vous savez que le nombre de victimes est de 35 officiellement. Mais le préfet a dit peut-être davantage, puisque vous le savez, à Mayotte, il y a beaucoup de personnes sans papier, et ces personnes sans papier, ça va être difficile de les recenser. Voilà ce qu'il fallait dire. Je vous rappelle aussi qu'à 13h30, c'est-à-dire 18h30, heure de France, le gouvernement de M. François Bayrou sera enfin annoncé, enfin on l'espère, il avait dit avant Noël, il essaie de tenir la route. C'est assez compliqué, visiblement. Les tensions demeurent encore entre les différents groupes parlementaires de la politique française. C'est très, très compliqué en France en ce moment. Mais enfin, on saura tout à l'heure, vers 13h30, ce qui s'est passé vraiment et qui sera là. Est-ce que les gens prévus seront vraiment dans ce gouvernement? Et comme l'a dit tout à l'heure un député de l'Assemblée nationale française, est-ce qu'il tiendra jusqu'au 1er janvier? Eh bien, on l'espère pour lui. Bien. Alors voilà, on va parler de la situation de la Guadeloupe aujourd'hui à la fin de l'année. Alors messieurs, première chose, est-ce que vous avez suffisamment de personnel? Alors oui, on a suffisamment de personnel. Pour autant, nos missions sont très variées et concernent des missions aussi diverses que la police judiciaire, la police aux frontières, le renseignement territorial, la sécurité publique. Et il faut qu'on soit compétent systématiquement dans tous ces domaines. Donc la question n'est pas tellement de savoir si on a assez de personnel, c'est savoir si toutes les missions qui sont les nôtres sont correctement remplies par nos effectifs.
Je pense que oui, et on fait en sorte systématiquement de toujours bien les guider sur ces missions-là. Alors, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez le sentiment quand même que la délinquance est en diminution ou en augmentation en Guadeloupe cette fin d'année 2024? Alors, très clairement, la délinquance générale est en augmentation. Est en augmentation, et on constate deux faits qui, pour nous, sont très important et relativement grave. La première, c'est qu'on a une augmentation des faits extrêmement violents, avec une augmentation des vols à main armée notamment, et des vols violences. Et la deuxième chose, c'est la part des mineurs qui sont mis en cause dans ces faits-là. Ce qui, pour nous, est un phénomène très inquiétant et sur lequel on n'arrête pas d'alerter les gens en disant faites attention à vos enfants. Faites attention, notamment pendant ces périodes de vacances scolaires, où très nettement, on s'en rend compte immédiatement. Dès qu'on a des périodes de vacances scolaires, on a une augmentation des faits de vol-violence, commis bien évidemment, et beaucoup trop souvent par des mineurs. Mais justement, alors, on va revenir sur le tableau qui vient d'être publié tout à l'heure. Délit et crime en 2023, pour 1000 habitants, vol et cambriolage, 20% en Guadeloupe. Je ne sais pas si les chiffres de 2024 ont baissé. Trafic et usage de stupéfiants, 5,68%. Violence contre les personnes, 7245 agressions. Et destruction et dégradation, 2717. Comment vous expliquez ça, M. Frédéric? Alors, si vous voulez, une des caractéristiques de la délinquance en Guadeloupe, la délinquance en Guadeloupe n'est pas tellement supérieure à la moyenne nationale. Et quand on parlait d'augmentation de la délinquance, c'est un phénomène général sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la caractéristique de notre délinquance est une délinquance violente, caractéristique. Violente. Avec armes ou sans armes? Et précisément, on va y venir. On a, et ça ne vous a pas échappé, une circulation des armes qui est extrêmement préoccupante, qui est particulièrement préoccupante sur notre territoire. Et donc cette circulation des armes a un certain nombre de conséquences extrêmement visibles sur notre délinquance, c'est-à-dire qu'on a des taux de vol à main armée qui sont 7 fois supérieurs à la moyenne nationale. Dans la périphérie urbaine ou bien urbaine? Alors ça, c'est pour l'ensemble de la Guadeloupe, mais effectivement, la zone police, je rappelle que la zone police, c'est Pointe-à-Pitre, Abîme, Gosier, Basse-Terre et le centre-ville de Capesterre. On a dans notre zone urbaine, effectivement, une augmentation des vols à main armée. On a aussi une autre conséquence de la circulation des armes, c'est aussi un taux d'homicide qui est supérieur de 4 fois à la moyenne nationale. Alors, en 2023, les chiffres que j'avais, sur les 36 homicides enregistrés, 18 ont été commis par arme à feu. À titre de comparaison, le taux moyen de 9,4 homicides pour 100 000 habitants en Guadeloupe, alors qu'il est de 1,3 en France. Mais alors, oui. On est bien d'accord pour dire que ce n'est pas acceptable et on ne peut pas continuer comme ça. On se bat tous les jours pour éviter la prolifération des armes. Et Jean-Pierre l'a dit, on a une augmentation drastique de la circulation des armes et derrière un usage complètement décomplexé des armes. Et c'est ce contre quoi il faut absolument qu'on lutte tous ensemble, que ce soit bien sûr la police nationale, la gendarmerie nationale, mais également l'éducation nationale, l'opération lancée par la préfecture Déposons les armes. Ça n'a pas suffi. Ce n'est pas suffisant. Ça a fonctionné, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut sans arrêt remettre le métier sur l'ouvrage et continuer à dire aux parents, faites attention dans les chambres de vos enfants, ce qu'ils peuvent ramener, et faites attention aux armes qui circulent. Et bien sûr, s'il y a des armes qui sont trouvées, allez les déposer rapidement au commissariat ou à la gendarmerie locale. D'une manière générale, c'est pas vous qui contrôlez les frontières pour l'arrivée des armes, c'est ça? Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'armes qui arrivent par bateau ici. Alors oui, la particularité de la Guadeloupe, c'est notre sujet quotidien, on le sait, on est sur un territoire ilien, et on le sait que très régulièrement, il y a des débarquements qui sont faits sur les plages, et notre job à nous, policiers et gendarmes, c'est aussi de surveiller toutes ces plages-là. Jean-Pierre, peut-être. Et si vous voulez, nous savons ce que nous produisons. On produit de la canne à sucre, on produit de la banane, on ne produit pas d'armes. Simplement... Mais d'où sortent ces armes? Enfin, alors, j'y viens. Simplement, il ne vous a pas échappé que d'abord, l'ensemble de la Caraïbe, l'ensemble des pays de la Caraïbe sont touchés par ce phénomène. Moi, pour avoir assisté à une conférence internationale il y a 2 ans sur la circulation des armes, l'ensemble des pays de la Caraïbe sont touchés par cette circulation d'armes. Et l'une des raisons majeures, c'est pas la seule, mais l'une des raisons majeures, c'est la permissivité du marché américain. Vous avez 400 millions d'armes qui circulent aux États-Unis, sachant qu'un Américain achète dans les 2 ans, se débarrasse d'une arme pour en acheter d'autres. Donc vous avez un circuit d'alimentation en armes qui circule vers la Caraïbe. On a fait des opérations qui nous ont montré aussi, on a des enquêtes qui nous montrent aussi que des
en tout cas, qui nous permettent de pouvoir voir un peu le cheminement de toutes ces armes. Et tous les pays de la Caraïbe sont touchés par ce phénomène. Résultat, les armes arrivent effectivement, non pas aux frontières, évidemment. Hein, vous verrez personne arriver à l'aéroport ou au port avec une arme. Voilà. Et elles arrivent, comme le disait le directeur, elles arrivent par voie maritime. Alors, je vous pose la question parce que j'ai lu récemment un sujet, et j'ai vu aussi un sujet sur les armes en France. De plus en plus, le banditisme utilise des kalachnikovs. Ce n'est pas encore le cas en Guadeloupe. Non, en Guadeloupe, on n'a pas encore vu d'armes de guerre. D'armes de guerre, de kalachnikov qui sont utilisées effectivement. Moi, j'arrive de Marseille et je peux vous dire qu'effectivement, à Marseille, l'arme utilisée par les malfaiteurs sont des armes de guerre, sont des kalachnikovs. Ici, en Guadeloupe, non, ce sont des armes de poing. Ce sont parfois des fusils, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas vu d'armes de guerre apparaître sur la Guadeloupe. Oui. Et sur les saisies d'armes, alors parce que nous, on travaille. Alors moi, j'ai toujours été stupéfait de voir que sur un simple contrôle routier, nos effectifs découvrent des gens armés avec une arme. Voilà. Donc sur les chiffres, hein, il y a encore en 2018, on faisait 62 saisies d'armes. On a multiplié ces chiffres aujourd'hui. Et en 2023, par exemple, on a saisi 185 armes. 185 armes du fait de l'action de la police. De poing ou d'épaule, voilà, des armes à feu en tout cas. Des armes à feu. Pas d'armes blanches. Parce que j'ai vu qu'en France maintenant, chez les jeunes, il y a beaucoup d'armes blanches. On a aussi des agressions qui sont commises à armes blanches, malheureusement. Mais effectivement, l'arme de prédilection, malheureusement, sur le territoire guadeloupéen, c'est plutôt l'arme à feu. Alors, est-ce que ces armes à feu sont utilisées par des gangs ou par des, j'ai envie de dire, par des voyous ou des délinquants, entre guillemets, inhabituels? Alors, si vous voulez, en fait, c'est très simple et c'est le message qu'il faut faire passer, c'est que porter une arme, c'est prendre le risque de l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Combien de fois, moi, j'ai entendu des gens venir vous expliquer qu'il n'a pas voulu, et puis finalement, le coup est parti. Alors ça, ce genre de farce et de fable, vous savez qu'il faut une pression quasi de près de 2 kilos pour faire partir un coup. Donc ça veut dire, dit autrement, qu'il faut vraiment le vouloir. C'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que des gens vous expliquent qu'ils circulent avec des armes, soit qu'ils viennent de l'avoir trouvé par terre, souvent, ou soit, pourtant, vous marchez vous aussi à Pointe-à-Pitre. Moi, je revois rarement des armes au sol. Qui traînent, voilà. Donc, effectivement, il y a des circuits d'alimentation, on le sait, les gens peuvent se fournir en armes, et effectivement, n'importe qui, pas besoin d'appartenir à un gang pour avoir une arme. On a des gens qui sont armés comme simplement, voilà, et qui circulent avec des armes. Alors il faut savoir que le port, la détention, le port et le transport d'armes sont régis par la loi, et c'est un délit. Et donc, ces armes qui circulent, d'accord, mais alors, d'une manière générale, quand vous repérez ces gens avec des armes à feu, est-ce que ces armes viennent du trafic ou bien ça se vend sur place même? Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, on ne peut pas dire, en tout cas c'est compliqué de dire qu'il y a véritablement des trafics d'armes à feu. En revanche, il y a un trafic plus général, notamment, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'on va y venir, des produits stupéfiants, notamment par l'intermédiaire des îles voisines que sont la Dominique, Haïti, ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon policier des îles rebonds, qui permettent aux trafiquants de venir, de se poser sur ces îles-là avant de venir faire leur débarquement de stupes, et en même temps que sont débarqués des ballots de stupes, héroïne, cocaïne ou cannabis, on se rend compte que ces individus-là sont armés. Donc très généralement, le trafic de stupéfiants est accompagné d'individus qui sont armés, qui sont en possession d'armes à feu. Alors précisément, le trafic stupéfiant, il est en hausse ou en baisse? Parce que j'ai cru comprendre que la Guadeloupe est devenue pratiquement comme la Martinique, une plaque tournante en ce moment. Mais il faut être très clair, le trafic de stupes est en hausse, et il faut le dire, il faut le répéter, et il faut se donner les moyens de lutter contre ce trafic qui est en hausse. Et on met tout en œuvre aujourd'hui, notamment avec un service chez nous qui s'appelle l'OFAST, l'Office français anti-stupéfiant, l'Office français anti-stupéfiant, pour essayer de lutter au mieux, en lien avec la Martinique, en lien avec les autorités nationales et internationales, pour lutter contre ces trafiquants de stupes qui débarquent régulièrement sur nos plages des quantités importantes de stupéfiants. Alors, la plaque, c'est la Martinique ou la Guadeloupe, finalement?
Les deux îles sont concernées. Hein. Les deux îles et sont pas que les deux îles, la Guyane aussi. C'est l'ensemble des départements français d'Amérique qui sont concernés avec, vous savez, tous les moyens sont bons, toutes les méthodes utilisées par les trafiquants pour faire passer de la drogue, hein, il ne manque pas d'imagination, et les services de douane qui travaillent en lien avec la police nationale. On a des fois des affaires qu'on arrive à établir, notamment les mules. On a encore des mules. Notamment des mules. Des mules. À titre indicatif, hein, au 30 novembre 2024, cette année, la police nationale, l'OFAS notamment, a saisi 2 tonnes 479 kilos de cocaïne. Où exactement? Alors, il en a eu à Saint-Martin et il y en a eu sur les plages que sont Petit Havre, en Saint-Jacques, en Guadeloupe, oui, bien sûr, en Guadeloupe. Et on a saisi pratiquement 500 kilos de résine de cannabis. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 2 ans, on a fait une affaire en Guadeloupe où on a découvert près de 900 000 € en espèces chez des trafiquants de drogue en Guadeloupe. 900 000 €? Pas loin, là, à côté, là. Pas loin. Ben alors, quand je vous disais une question de moyens, parce que ça relève aussi de la douane, ces contrôles. Alors, vous travaillez en étroite collaboration? Ah oui, tous les jours. On travaille en étroite collaboration avec nos collègues douaniers, avec nos collègues de la gendarmerie nationale, avec les affaires maritimes, avec la gendarmerie maritime. On est régulièrement, dans des réunions et dans des... Enfin, nous au niveau, à notre niveau, c'est des réunions d'état-major. Et après, bien sûr, que les services plus opérationnels sont en lien constant pour essayer de mettre en place des moyens d'action efficaces pour lutter contre ce trafic. Alors, 2 petits mots quand même sur les vols et cambriolages. Oui, alors on a une augmentation effectivement des cambriolages depuis quelques années. Alors il y a tout un dispositif qu'on met en place, notamment les voisins vigilants. C'est un dispositif qui permet, quand vous partez en vacances, de dire à vos voisins « je suis pas là ». Quand on vit dans un bon voisinage, parce qu'on a aussi des conflits de voisinage, mais quand vous avez des voisins qui ont un œil sur votre maison, effectivement, il y a ces cambriolages sur lesquels on lutte et on démantèle régulièrement des équipes de cambrioleurs qui passent à l'action. Après, vous avez toutes sortes de dispositifs. Moi, j'invite les gens aussi à se sécuriser. Vous avez la vidéoprotection, vous avez des alarmes. Il faut que les gens aussi puissent trouver des moyens personnels pour protéger leur maison. Alors, l'autre question que je vous pose, c'est la question de la sécurité urbaine à Pointe-à-Pitre. Alors, vous avez dû le savoir, il y a un navire qui a décidé de ne plus venir en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre à cause des possibilités de violence. Est-ce que Pointe-à-Pitre est devenue une ville compliquée à sécuriser? Alors, non, ce n'est pas une ville compliquée à sécuriser, mais il faut que tout le monde soit vigilant en permanence, y compris les autorités municipales, y compris sur les infrastructures à développer au sein de la ville de Pointe-à-Pitre, sur la vidéoprotection. Ça y est, la ville de Pointe-à-Pitre... Il y a des caméras maintenant. Ça y est, ça y est, et non seulement il y a des caméras, mais les caméras de la ville de Pointe-à-Pitre sont reliées directement à notre centre urbain, notre salle d'information et de communication, où nous, on a accès... C'est H24 H24. Oui. H24. Donc, de toute façon, ça travaille comme toujours en collaboration avec tous les acteurs. Pas simplement la police nationale, mais également la police municipale, également les élus locaux, également la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Et croyez bien qu'on y travaille tous les jours et qu'on donne des consignes très claires à nos effectifs, à qui il faut rendre hommage. Nos effectifs sont au quotidien, 24 heures sur 24, présents dans les rues de Pointe-à-Pitre. Oui, et justement, alors... je sais qu'il y a une revendication en ce moment chez les policiers municipaux d'être armés. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que policier responsable? D'abord, c'est plutôt une bonne idée. Très clairement, pour revenir sur Pointe-à-Pitre, on ne laissera pas dire que Pointe-à-Pitre est une ville qui est à feu et à sang. C'est pas du tout ça. Il arrive qu'il y ait des actes de délinquance sur la ville de Pointe-à-Pitre. Et c'est la raison pour laquelle, et comme le disait le directeur, il faut que l'effort soit global, et ça peut peut-être qu'un effort de la police nationale. On y met beaucoup de moyens. On a des équipes dédiées au centre-ville de Pointe-à-Pitre qui surveillent le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Et derrière, vous avez aussi d'autres moyens de pouvoir produire de la sécurité. On appelle ça de la coproduction de sécurité avec les polices municipales, qui aussi peuvent mettre en place... Voilà. Et donc, on revient à la question que vous posez. Moi, je ne peux être que favorable à l'idée d'avoir des polices municipales qui soient armées. Au-delà des débats politiques et des idéologiques, je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose d'avoir des polices municipales, parce qu'aujourd'hui, les polices municipales constituent la troisième force de sécurité intérieure. Vous savez, pour avoir eu des expériences en métropole, vous avez des territoires, mais c'est aussi des choix des maires qui mettent le moyen, ils mettent le paquet sur la sécurité.
Vous avez la ville de Nice, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des villes qui sont, je dirais, surprotégées par des polices municipales extrêmement proactives, qui elles-mêmes ne sont pas en attente, ne font pas que de la... ne font pas que des patrouilles de la veille, mais qui font des interpellations, qui sont des policiers et qui ont des compétences que la loi leur donne pour pouvoir interpeller des individus et les présenter, au commissariat, les présenter à un juge. Voilà. Donc il faut qu'on ait cette prise de conscience au sein des municipalités qu'il faut des policiers municipaux qui soient proactifs et pas simplement dans la prévention. Oui. Alors, vous savez qu'il y a une grosse polémique avec la police pendant le fameux blackout à Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi, ce jour-là, au centre-ville, il n'y avait pas de policiers? Ah bah, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y avait pas de policiers. Enfin, c'est ce qui a été dit. Les gens qui ont dit ça ne sont pas au courant de la réalité. C'est bien la raison pour laquelle vous êtes là, c'est pour expliquer ça. Et on est allé leur expliquer. Jean-Pierre y est allé personnellement le lendemain avec le sous-préfet. Il a expliqué la stratégie qui a été mise en place. D'abord, il faut rappeler les circonstances de ce blackout. Les circonstances de ce blackout, c'est que des grévistes, et on n'est pas là pour décider si oui ou non ils avaient raison de faire grève, ont mis en croix complètement la centrale électrique qui desservait la totalité de l'île. On nous avait annoncé que dans les 10 heures ou dans les 12 heures, c'est arrivé le vendredi matin à 8 heures. On nous avait annoncé que dans les 10 heures ou dans les 12 heures, la circulation électrique serait remise. On avait déjà été impacté en début de semaine par des mouvements sociaux qui s'étaient déroulés à Basse-Terre, sur lesquels on était intervenu, sur lesquels on avait déjà fait des interpellations, ce qui a empêché d'ailleurs qu'à Basse-Terre et à Capesterre, il y ait de nouveau des exactions. Donc nous, on a maintenu un dispositif solide en place pour le vendredi, sans se douter qu'effectivement, le vendredi soir, on aurait un blackout total. Mais on avait des effectifs qui étaient présents. Mais pas au centre-ville. Ah si. Au centre-ville. Si. Alors comment ils sont passés avec... Ils sont passés parce qu'il faisait nuit noire, monsieur. Il faisait nuit noire totale. Donc à partir de ce moment-là, ils ont réussi à circuler tranquillement dans les villes. Ils se sont donné rendez-vous. Je pense que même qu'on a eu affaire à des bandes organisées. Des gens ont décidé en amont de se dire, s'il y a blackout et si effectivement on se retrouve dans le noir complet, on agira le plus rapidement possible. Et ils ont ciblé un chantier dans lequel ils ont pu récupérer, après avoir menacé avec une arme à feu le gardien de ce chantier, ils ont volé un tractopelle. Effectivement, après, une fois qu'ils étaient... pas très loin du centre-ville, c'est-à-dire que le tractopelle... la rue derrière, voilà, c'est important de préciser. Je te laisse développer par la suite. Et donc, si vous voulez, les personnes à qui on a affaire sont des gens extrêmement organisés. Et quand je dis qu'ils sont organisés, ils ont une rapidité d'action qui fait qu'il est des fois compliqué de pouvoir intervenir dans l'instant même. Mais je reviens sur ce que disait le directeur. Effectivement, on avait des fonctionnaires de police qui étaient prépositionnés. La stratégie adoptée par les voyous a été de prendre ce tractopelle, de le faire escorter par des personnes armées qui, à chaque fois que la police arrivait, tiraient à balles réelles. Parce qu'on parle de ça, c'est des policiers, c'est des gens... armés qui tirent à balles réelles sur les policiers. C'est pas comme on dit chez nous, c'est pièce cow-boy, c'est vraiment, on a des gens qui sont dans la réalité, et vous étiez qui ciblés. tirent, on était ciblés. Donc quand c'est comme ça, on est obligé de prendre des mesures de protection. C'est soit on y va, et qu'on riposte aussi, et vous avez... Avec les conséquences. Et vous avez un bain de sang. La stratégie qui a été la nôtre a été, on ne va pas faire un bain de sang, c'est-à-dire riposter, tirer sur des gens qui protègent un tractopelle. Et donc, ils ont pu avancer le temps qu'on puisse remettre en place une stratégie pour pouvoir les dégager. Je voudrais quand même porter à votre attention que quand un tractopelle est en marche, je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'arrêter. Attendez, mais ça va peut-être pas très vite, mais je ne sais pas trop ce qui peut l'arrêter. Vous mettez un véhicule dessus, il roule dessus, à part tirer sur le chauffeur, il n'y a pas de solution. Moi, je n'ai pas de solution pour arrêter un tractopelle. Je ne sais pas qui peut arrêter un tractopelle à part tirer sur le machiniste. Et donc, la décision qui a été prise était d'éviter un banc de sang. Donc, ce tractopelle a pu arriver, a pu intervenir, et il a fallu qu'on se regroupe, qu'on fasse intervenir aussi le RAID, qui est une unité qui, elle, qui a été créée pour pouvoir avancer, alors même qu'ils ont des équipements pour avancer avec des blindés qui permettent de pouvoir progresser alors qu'on vous tire dessus. Vous savez, les hommes et les femmes de la police nationale qu'on commande sont des pères de famille, voilà, et quand on est chef de police, on a quand même un peu le souci de la vie des gens. Alors je sais qu'il y a qu'il fallait faire, je n'ai jamais vu, moi je n'ai jamais vu, mais sans faire de polémique, mais je n'ai jamais vu autant de spécialistes de la police avec des commentaires de ce qu'il aurait fallu faire. Mais je peux vous dire que face à la réalité, quand on vous tire dessus,
à balles réelles. J'avais vu ça que dans des jeux électroniques. Et d'ailleurs, je profite pour dire... C'était arrivé déjà en novembre 2021. Oui, et je profite pour dire qu'en 20 ans de police, il n'y a qu'en Guadeloupe que j'ai vu qu'on tirait à balles réelles sur la police. J'ai travaillé dans des bacs de nuit. J'ai travaillé dans des bacs de nuit dans le 93, même dans le 93, on ne fait pas ça. Donc tirer à balles réelles sur des policiers, voilà, ça comporte un risque et un jour... Alors, je ne suis plus républicain que chrétien, mais je remercie le ciel qu'il n'y ait pas eu de mort, mais un jour, on aura forcément une catastrophe. À Marseille, on tire aussi les policiers. Deux petits mots, si vous permettez, sur ce sujet-là. D'abord, je tiens encore une fois à rendre hommage à l'efficacité et au courage de nos effectifs qui sont intervenus ce soir-là et qui, au péril de leur vie, ont réussi quand même à défendre la ville de Pointe-à-Pitre, même si, effectivement, on n'a pas pu tout défendre. Je pense que c'est important de le redire. La deuxième chose, c'est qu'on a fait un rétexte, un retour d'expérience, et croyez-moi qu'on a bien pris en compte que les voies qui s'était organisé ce soir-là avait pris en main un engin de chantier sur lequel il était difficile d'intervenir et on a réfléchi, on a déjà trouvé des solutions pour que si demain on est de nouveau confronté à cette situation, on puisse intervenir. Je ne vais pas vous expliquer ici ni comment ni pourquoi, mais voilà, on est aux mesures aujourd'hui de pouvoir répondre à ce genre d'exaction. Pour répondre à ce que disait M. Frédéric à Marseille où vous étiez, on tire sur les policiers à balles réelles? On ne tire pas sur les policiers à balles réelles, même à Marseille, dans le cadre de manifestations sociales ou dans le cadre de violences urbaines. J'étais présent à Marseille au moment des violences urbaines, on n'a pas tiré sur les policiers à balles réelles. Alors, deux petits mots rapidement, puisqu'on va terminer sur les violences contre les personnes. Quelle est la situation aujourd'hui ? En ce qui concerne surtout le sujet qui perturbe beaucoup la société guadeloupéenne, c'est un sujet qu'on défend avec Madame la procureure de la République, c'est celui des violences conjugales. Oui. On a aujourd'hui, on continue aujourd'hui à avoir 536 victimes de violences conjugales depuis le début de l'année. Et alors, je tiens à dire qu'il y a 454 femmes recensées, mais 82 hommes aussi. Il y a aussi les hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et malheureusement, c'est un fléau sur lequel il faut que, là aussi, on soit vigilants tous, et que chaque fois qu'il se déroule un fait, la personne qui est victime aille déposer plainte, se manifeste pour que derrière, tout le monde puisse œuvrer dans le bon sens et trouver les bonnes réponses adaptées. Parce qu'en fait, ce qui est dit souvent, j'ai eu à l'entendre, je vous le dis, c'est que quelquefois, les femmes qui portent plainte ne sont pas prises au sérieux, entre guillemets. Non, vrai ou faux? Non. Alors, il y a eu une époque, effectivement, où la police nationale ne s'intéressait qu'à l'auteur des faits de violence. Donc, seul l'auteur nous intéressait. Je vous parle de choses il y a plus de 10-15 ans. Oui, Aujourd'hui, la victime est au centre, elle était revenue au centre. Il y a une prise en charge dès son entrée au commissariat. On a des assistants sociaux, des intervenants sociaux, des psychologues, des personnes qui aident. On a des associations aussi très actives qui permettent aux femmes en danger d'être prises en charge. Non, aujourd'hui, on ne peut plus laisser dire ça. Et d'ailleurs, ce serait une faute qu'un policier refuse de prendre la plainte d'une femme qui a été victime de violences conjugales. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Vous savez, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours en France. Et on a des instructions très claires sur la prise en charge des victimes de violences conjugales. Un dernier petit point et on termine là-dessus. Au niveau social, comment la police fonctionne? Est-ce que vous êtes plus actif sur les grèves que sur les manifestations de violences urbaines? Vous ne pouvez pas mélanger les deux, c'est deux sujets différents. Je sais. Vous savez, des gens qui font qui sont en grève ou ils ont des raisons légitimes, c'est des travailleurs. Pardon? Qui bloquent la circulation. Ouais, c'est des travailleurs et tout, et ça en fait pas d'eux des délinquants. Et à côté, vous avez des vrais voyous. Et je reviens sur les émeutes de 2021. Oui. On peut être pour ou contre l'obligation vaccinale, mais rien ne justifie qu'on aille casser le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Ça n'a aucun... Quel est le rapport? Si on peut m'expliquer quel est le rapport entre les deux. Ça, c'est la première chose. Mais je voudrais quand même faire passer un message. On est conscient de la délinquance. Il y a une vraie délinquance en Guadeloupe. On ne la minimise pas. On travaille. On a des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours pour lutter contre cette délinquance. Mais j'entends, et je le dis souvent, j'entends qu'il y a un sentiment d'insécurité et je me dis des fois, ça laisse encore de la marge parce que je peux vous parler d'endroits où il y a des certitudes d'insécurité. Je prends l'exemple... C'est pas tout à fait le même système, mais vous savez qu'au Mexique, il y a 100 homicides par jour dans une impunité pénale totale. Il y a un meurtre toutes les 30 secondes. Voilà. Alors moi, juste insister sur aussi quelque chose. Effectivement, on a une délinquance générale qui est en augmentation, mais en parallèle, on a aussi le nombre d'interpellations et le nombre de personnes mises en cause qui sont en augmentation, ce qui veut dire que la police fait son travail d'élucidation. Et en ce qui concerne les violences urbaines dont on parlait tout à l'heure le soir du blackout, on a bien vu que déjà, il y a au moins 5 ou 6 individus qui ont déjà été interpellés et condamnés par le tribunal judiciaire. Et à titre indicatif, et c'est important de le souligner, on a un taux d'élucidation, ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon un taux d'élucidation par rapport au nombre de faits constatés, le nombre de faits que nous arrivons à élucider, qui aujourd'hui flirte avec les 30%, ce qui est beaucoup.
Et pour revenir sur les émeutes de 2021, c'est quand même une centaine d'interpellations pendant les événements et une cinquantaine par la suite. Bien. Mais nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire, puisque nous sommes à la fin de l'année aussi? Visiblement, la situation n'est pas encore en amélioration. Ah non, mais en tout cas, je peux vous assurer que les policiers de la Guadeloupe sont tous mobilisés pleinement pour faire en sorte de faire améliorer cette situation-là. Et je tiens encore, Escalité, directeur territorial de la police nationale, à les féliciter, à les remercier pour leur engagement sans faille et leur courage. Bien, mais messieurs, on vous remercie. Merci à vous et joyeux Noël à tout le monde. Et puis de l'apaisement et de la sécurité pour le pays. Voilà. Merci pour votre invitation. Il est 12h59, on prend la première pause et puis on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Merci d'être venus. Merci à vous. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News de ce lundi 23, J-1 avant le 24. Et le 24, c'est le réveillon et le 25, c'est Noël. Et notre chroniqueuse est déjà arrivée, Sylvie Rosier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mariette Montpierre est là aussi, bonjour. Bonjour. Et Iman News est aussi là, donc elle va lancer les infos. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler solidarité et festivités qui sont au cœur de l'actualité. Justement, cette période de fête, la Guadeloupe vibre au rythme des initiatives solidaires et des événements festifs. Et il y a eu une distribution de paniers alimentaires sur Capesterre-Belo pour dynamiser le soutien aux familles et célébrer ensemble. On va voir un reportage de Vianney Valverde qui nous parle de cette distribution alimentaire. Cette initiative est née sur une sensibilité de la personne physique et humaine, à travers le social. Il y a tellement de souffrance, tellement de misère. Et je me dis, bon, c'est pas le fruit de mon passage aussi, hein, de ma jeunesse, avec, bon, il y a des hauts et des bas. Et je me dis, tant qu'on pourra tendre la main à un prochain, il faut le faire. C'est inné, c'est normal pour moi d'aider, de transmettre. Notre souhait, c'est de voir tout le monde bien, surtout en cette période de Noël, où c'est période de partage, et pour que les gens, chaque personne puisse pouvoir manger même un petit morceau de viande de cochon dans leur assiette, pour qu'ils puissent avoir un petit morceau de viande de cochon dans leur assiette. C'est ça l'objet de cette distribution aujourd'hui. Sur l'ensemble du territoire de Capesterre-Belo, on a à peu près plus d'une vingtaine de paniers à distribuer. Entre ces paniers-là, on se dit plus de 70 personnes pourront manger pour les fêtes de Noël. Ce qu'on retrouve dans ces paniers, on trouve des bananes jaunes, patates douces, ignames jaunes, groseilles, piment végétarien, viande locale et puis de l'ananas. Je ne savais pas que c'était des choses aussi réconfortantes pour tous nos membres de notre corps et encore notre âme à l'intérieur. Ça prouve quand même qu'il y a une souffrance et que les gens, ça leur fait du bien de voir du monde parce que l'isolement, surtout les personnes âgées se retrouvent souvent confrontées à ce problème d'isolement. De voir une personne, de voir deux personnes, de voir un petit groupe de personnes, les visiter, eh bien ça nous fait chaud au cœur, mais ça leur aussi, ça leur apporte un plus. C'est l'amour qui sortit du cœur de chacun de vous. Et l'autre, en maman, dit tu n'as Papa Noël qu'à venir, il a tant de jouer, apporter plus qu'il joue, plus qu'il tout. La ville de Capesterre accompagne les personnes âgées, les personnes en difficulté, les CECAS. Moi, je suis toujours avec eux. Je vois qu'ils accompagnent des gens, qui donnent des paniers tous les mois, ils donnent des denrées alimentaires. La municipalité est très à côté des personnes âgées, des personnes en difficulté. Et le maire, c'est ce qu'il aime, la solidarité. Voilà une belle initiative en cette période. On va parler sécurité et transformation urbaine. À Fontlosier, un immeuble jugé dangereux en cours de démolition marque une étape importante dans la sécurisation des habitants et la réhabilitation de cette zone. Charlie Dagonia était parmi eux. On voit des images ensemble.
Nous savons très bien que nous sommes dans une zone qui supporte un pan de notre culture. Hein. C'est le repère de nos groupes, de nos carnavaliers, particulièrement les groupes APO, qui se restaurent, comme tout le monde le sait, chaque année à cet endroit-là. Donc il était important pour nous, pour le conseil d'administration de Terre Caraïbes, de prendre une décision politique majeure, je pense, de permettre à la directrice de pouvoir aller dans ce sens-là. Donc l'achat pour l'euro symbolique, c'est vrai, de cet espace de copropriété, mais en même temps, il fallait investir 476 000 € de démolition que nous avons pu faire sur la TSE, la taxe spéciale d'équipement, qui est composée de 20 € par tête d'habitant. Et donc, ça nous a permis de payer ces travaux. C'est un travail qui maintenant nous permet de continuer, puisqu'on s'est un petit peu testé sur cet immeuble Fonds Logis avec tous les partenaires que je tiens à remercier, la mairie de Pointe-à-Pitre, CAPEX, surtout Terre Caraïbes qui ensuite a été le bras un peu armé de tout ça, et puis les services de l'État comme la DEAL, comme la DAC qui nous accompagne, EDF aussi qui nous a permis de sécuriser en enlevant les installations électriques. Donc c'est un travail collectif qui a permis en quelques mois de faire tomber cet immeuble qui menaçait de s'écrouler. Donc je suis absolument ravi. Le président Méric Jalton et l'ensemble des élus communautaires souhaitent véritablement qu'il y ait cette démarche, mais qui ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un début d'une longue série, puisqu'on a identifié quand même un certain nombre de bâtiments qui posent problème. Donc c'est aussi réduire quelque part les incendies volontaires ou pas. C'est aussi réduire un petit peu tout ce qui est forme de nuisance. Là on parle de squat. On parle aujourd'hui de revitaliser les centres anciens, réduire les dents creuses. C'est une politique que la communauté d'agriculture Cap Excellence a mis en marche dans sa stratégie. Il s'agissait aujourd'hui de la matérialiser, de la traduire de manière factuelle. Pour nous, il y avait urgence pour la sécurité, urgence pour le cadre de vie des Pointois, que ce bâtiment soit éradiqué. Et nous avons pu le faire grâce au partenariat qui s'est instauré avec le PF Terre Caraïbes, avec l'État, Cap Excellence et nos partenaires que sont dans la DEAL pour nous accompagner dans le traitement de ce risque qui est le risque d'incendie, le risque sismique qui à la fois menace la sécurité mais aussi l'environnement, le cadre de vie. Pointe-à-Pitre est en cours de renouvellement urbain. Pointe-à-Pitre est en train de faire peau neuve, mais ça passe par une phase d'éradication de ce qu'il en est dit, et les dents creuses font partie de ce qui ternit l'image de Pointe-à-Pitre. Donc nous sommes résolument engagés dans ce process. Et on va rester dans le domaine de la sécurité, mais parler de la sécurité routière qui sera renforcée. On se rappelle que plus de 50 personnes ont été tuées sur cette année et le département lance une nouvelle opération, SAM. La personne qui conduit, c'est celle qui ne boit pas. Une initiative essentielle qui permet de prévenir les risques liés à l'alcool pendant les fêtes. On voit un reportage d'Olivier Félix. Le dispositif SAM, qui a été mis en place par le conseil départemental, consiste à se rapprocher de la population afin de faire signer la charte du bon conducteur. Donc le SAM, c'est celui qui ne boit pas. Le SAM, c'est celui qui fait attention finalement à lui, aux gens qui sont dans la voiture et également aux usagers de la route à l'extérieur. Très important, l'alcool, c'est pas de, comme on dit, c'est pas de l'eau. Donc personne, comme je disais à madame, je ne bois pas d'alcool et je suis bien comme ça. Ça me convient parce que effectivement, beaucoup d'accidents se font par rapport à l'alcool et ça ne m'intéresse pas. Ce genre de dispositif doit se faire du 1er janvier au 31 décembre. Et je dirais même du 1er janvier au 1er janvier. Parce que ça manque. Ça manque. On ne devrait pas attendre qu'il y ait des morts, des familles. Toute la Guadeloupe a pleuré. Toute la Guadeloupe a pleuré. Tout si vous nous capati. Tu sais, pour moi, l'engagement, je pense qu'il est de toujours. Depuis que tu as le permis, tu es obligé de penser à toi, au fait que tu as des proches, au fait qu'il y a d'autres personnes sur la route. Donc c'est à ça que j'essaie de penser. Je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreur, mais aujourd'hui, avec l'âge, c'est clair et net que je ne vais pas me permettre de boire et de me mettre en danger, de mettre d'autres personnes en danger. Je pense aussi au fait que si j'ai du monde avec moi, je me dois de ramener tout le monde sain et sauf à la maison, en plus du fait de rentrer moi-même à la maison. Ils sont réceptifs, ils sont même impatients de recevoir les tests pour tester également. Et quand on dit qu'il y a la charte du bon conducteur, ils veulent voir finalement à quoi ça consiste et ils adhèrent. Le conseil départemental a prévu plusieurs actions pour cette fin d'année. Nous serons présents finalement dans les stations Total, Basse-Terre et Grande-Terre et également en sortie de soirée. Ces actions se dérouleront jusqu'au 30 décembre.
vendredi, samedi et lundi. J'ai une pensée pour les jeunes qui nous ont quittés il n'y a pas longtemps sur nos routes. Faites attention à vous, pensez à vos familles, pensez à votre intégrité physique, pensez à vos vies et surtout, pensez aux autres aussi. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres familles qui vont être impliquées. C'est tout. Moi, je ne bois pas, lui, il boit et moi, je vais conduire. C'est comme ça que ça se passe. Oui, et puis j'ai vu une petite bouteille verte là, dans un... Ah, j'espère que c'était de l'eau. Bon, on va changer de sujet et on va passer à la chronique du jour avec Sylvie. Sylvie, bonjour. Et on est à la fin de l'année. C'est ça, ben oui. Et là, on va faire le bilan. On fait le bilan? Ouais. Générique. Nous sommes avec Sylvie, notre experte en motivation et dynamique d'équipe, puisque la semaine dernière, tu nous as parlé comment préparer l'année en équipe. Un autre sujet d'actualité en décembre, c'est l'heure des bilans. Ben oui, c'est le mois la mode ces temps-ci. Même sur les réseaux, on entend parler du bilan de l'année 2024. Et en entreprise, le bilan financier des entreprises maintenant qui commencent à réfléchir à tout ça. Et en fait, le bilan, ce n'est pas juste une question de chiffres ou d'argent. Il faut aussi faire le bilan avec ses équipes et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, prendre le recul et voir, du coup, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors, quand on fait un bilan, on commence par quoi? On commence par reconnaître les efforts de chacun. Oui. Parce qu'il y a des challenges, il y a toujours en fait, des hauts et des bas, comme on se dit à chaque fois dans les entreprises. Des fois, il y a des collaborateurs qui fournissent des efforts, des fois dans l'ombre, ils n'ont pas forcément... ils ne se font pas forcément voir ou reconnaître par rapport à une réussite particulière, mais c'est intéressant lors d'une réunion de bilan de l'année avec les collaborateurs de faire le point, de remercier tout un chacun sur leur implication, sur leur engagement, sur telle ou telle action ou telle mission qu'on lui a confiée. Et concrètement, comment on fait ça vraiment? Pendant une réunion, on fait le tour. Ah, il faut une réunion. Chacun... Oui, c'est intéressant. Il faut qu'on fasse ça ensemble. Comme ça, on reconnaît devant tout un chacun la reconnaissance qu'on a envers les collègues. Les collaborateurs, même entre eux aussi, ils peuvent se dire, mais moi j'ai beaucoup apprécié, mon collègue m'a aidé sur tel dossier et ça m'a permis de finir ou de réussir telle et telle chose. Et puis du coup, entre le manager et l'ensemble de l'équipe, ils peuvent se remercier sur les réussites de l'année et puis faire le point ensemble. Ça ramène une nouvelle dynamique, du coup. Oui, alors d'accord, on reconnaît qu'un tel a fait des efforts. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas fait. Alors, mais oui, parce qu'il y en a qui n'en font pas. Alors, on va s'arrêter sur ceux qui ont fait. Une fois qu'on a vu, un tel a fait des efforts, Iman a fait des efforts, par exemple. Mais oui, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Il manque le merci, Iman. Après, Iman a fait des efforts, tu viens de le dire. Merci beaucoup, Iman, parce que tu reconnais. Je mérite une couronne. Le prochain cadeau, Iman, ce sera la couronne. Cadeau. Il est cadeau, voilà. Après, on parle des défis qu'on a rencontrés, les obstacles qui ont fait qu'on n'aurait pas réussi telle ou telle étape. Et puis là, on fait le point ensemble et on cherche à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, il faut accepter que tout un chacun soit transparent. Il faut accepter le point de vue de tout le monde et pas forcément, du coup, se braquer si ça nous concerne parce qu'on est en train de faire le point ensemble. Alors, et on ça essaie veut dire que même ensemble. dans ce qui n'est pas positif, il faut essayer de trouver... Oui. Du positif. Du positif. Oui. Ou en tout cas, on ne parle pas... on revient à la méthode du feedback où du coup, on utilise la méthode du sandwich. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Où du coup, tu mets une remarque positive, on explique le problème, on trouve une solution au problème et puis après, on débat et on revient sur une note positive pour continuer. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine pour éviter cette situation? Donc, en haut, on a le bilan. On a fait positif, négatif, etc. On a valorisé les gens qui ont été positifs. Mais alors,
on ne reste pas sur le bilan, puisque l'année se termine, il y a une année qui commence. Mais on commence à réfléchir à la préparation de l'année prochaine. Et du coup, on se pose des questions ensemble. Par exemple, qu'est-ce qui vous rendrait encore plus heureux, épanoui au travail pour l'année prochaine? Là, on n'est pas encore sur les objectifs concrètement. Il faut d'abord que chaque personne se pose la question, qu'est-ce qui me ferait que je serais plus performant l'année prochaine? Qu'est-ce qui me manque actuellement au travail? Qu'est-ce que j'aurais voulu y rajouter? Quelle participation j'aurais voulu amener à l'équipe? Parce que des fois, on a chacun notre poste. Et il y en a qui ont un poste bien précis, peut-être à la comptabilité, mais elle a des compétences autres et elle aimerait peut-être proposer autre chose, mais elle n'ose pas. Et c'est le moment de dire, mais moi, j'aime bien, par exemple, faire des tableaux, ou bien je peux faire une belle présentation pour la prochaine réunion. Et donc, on peut lui proposer. Elle peut proposer ses services sur un autre domaine. Et puis, nous, on accepte et on trouve une autre façon de travailler ensemble. Et elle se sentira valorisée, puisque du coup, on met en avant d'autres compétences qu'elle peut avoir. On accepte son idée ou on travaille autrement et plus en transversalité et pas forcément toujours en descendant. Et ça peut aider à Et ça aide à la cohésion, bien sûr, puisqu'on réfléchit ensemble. Et comme on pose d'abord tous ensemble les attentes de tout un chacun, après on peut partir sur les objectifs. Comme on a les objectifs personnels, professionnels de chaque personne, on pense sur les objectifs généraux et qu'est-ce qu'on veut, comment on va réussir, et là on se met d'accord. Et on revient à ce qu'on disait la semaine dernière, comment on prépare l'année avec les objectifs posés en équipe. Mais quand même, il y a une petite question quand même que je me pose. On a fait le bilan de l'année, on commence à projeter sur 2025, en fait sur l'année qui vient. Mais par rapport, on a vu les gens qui ont fait et ceux qui n'ont pas fait, qu'est-ce qu'on leur dit? Bon, on peut leur demander ce qui ne va pas. Ah, il faut leur demander. Pourquoi ils se sentent moins impliqués? J'ai constaté que cette année, ton implication a un peu diminué ou tu t'es pas investi comme les autres dans les projets ou tout. J'aimerais bien savoir ce qui ne va pas. Est-ce que tu as quelque chose à nous faire remonter? Et puis à ce moment-là, on prend une décision. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça l'année prochaine? Il y a des discussions qui sont plus agréables que d'autres à avoir, mais il faut les avoir. J'imagine, oui. Bon, en tout cas, ces conseils sont précieux parce que dans une équipe, effectivement, il faut faire le bilan et puis se projeter un petit peu et voir un peu comment on peut améliorer ce qui peut l'être. C'est ça, exactement. Et donc, ce bilan permet de finir l'année de façon un peu plus dynamique, reboostée. Oui. Et puis, l'année prochaine, démarrer sur les chapeaux de roue. Bon, Sylvie, c'est notre booster. C'est ça. Un booster. Et vous qui nous regardez, si vous avez, même dans votre famille, dans votre entreprise, etc., les mêmes questions se posent d'une manière générale, que ce soit dans une équipe de football, de sport, dans un club de danse ou une association. Exactement. Ces problématiques se posent et sont nécessaires de les évaluer. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et continuez à nous booster. Oui. On va parler un petit peu de série, puisque Mademoiselle New York est de retour. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, Mademoiselle New York est de retour et je suis complètement d'accord avec Madame Rosier parce que je pense que pour moi aussi, c'est l'heure du bilan et de remercier toute mon équipe de Mademoiselle New York. Combien de personnes au total? Une cinquantaine de techniciens, oui, d'acteurs. Alors, si on rajoute les acteurs, c'est bien plus que ça. Oui. Il y a les producteurs, 3 producteurs, les musiciens, le monteur, l'auteur, la post-production, celui qui a écrit avec moi, Sébastien Tavel. Donc, c'est énorme. On ne se rend pas compte quand on fait un film que ce n'est pas juste moi qui réalise, mais c'est toute une machine, surtout lorsqu'il s'agit d'une série télé. Et les acteurs sont primordiaux et sont très importants parce qu'on ne tourne pas en continu, mais on tourne pas en continu. On commence par la fin. On commence par la fin, selon les décors. Et c'est super important pour les acteurs de comprendre où on en est. Donc, ils étaient brillants. Donc, je remercie les acteurs, les producteurs, l'équipe technique de m'avoir soutenu. Et bien sûr, vous, le public, qui avez été nombreux à regarder Mademoiselle New York dès la première diffusion et aussi sur la plateforme de France Télé. Et là, nous sommes de retour pour une deuxième diffusion sur Guadeloupe, la première. Dès ce soir, à 17h40, il y a un épisode par jour. Donc, vous allez passer les vacances de Noël avec Mademoiselle New York. Et ça c'est génial. C'est un beau cadeau. Oui, ça veut dire, Mariette, que
que tu penses déjà à la suite? Bien sûr, je pense déjà à la saison 2, mais la saison 2 va dépendre de l'engouement que le public a pour la saison 1. Donc c'est pour ça que c'est super important que vous regardiez. C'est une série en fait qui parle d'une jeune influenceuse, Isa971. Elle est sur les réseaux sociaux et quel est l'impact des réseaux sociaux sur sa vie? Quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre vie? Est-ce qu'on a tendance à penser que que notre valeur dépend du nombre de followers que nous avons? Eh bien, non. Ma valeur n'est pas mes followers. Et la série adresse toute une série de thèmes très importants, comme par exemple la femme dehors. L'absence du père. La femme dehors, vous ne connaissez pas mon œil. Les filles dans le studio, est-ce que vous connaissez? C'est quoi la femme dehors, Iman? Bon, alors, monsieur sociologue monsieur Otto a dit que c'était pas dehors, parce qu'elle faisait partie de l'écosystème, on va dire ça. Ah oui. Ah bon? Elle n'est pas dehors. Elle n'est pas dehors, elle est plutôt dedans, mais enfin, ouais, bref. Mais bon. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la femme dehors? Il disait que c'était un objet de régulation. Oui, de régulation, mais et nous alors nous dans tout ça, dans tout ça, on fait quoi? On n'a pas envie d'être dehors, on n'a ni envie d'être potomitan, ça c'est fini les histoires de femmes potomitan, et on n'a pas envie d'être des femmes dehors. On a envie d'être des femmes du dedans ou être indépendantes, autonomes. Ah, c'est la traduction de femme des rois. Ah ben, pourquoi c'est des femmes qui étaient... Tu n'aimes pas mon accent? D'accord. En tout cas, ça parle de l'absence du père, de la femme dehors, de la perte des terres agricoles en Guadeloupe, de l'estime de soi, du rapport au corps, de la mutilation, parce qu'il y a aussi une Africaine qui souffre de l'excision. Ça parle d'amitié, du plaisir féminin, d'indépendance, d'autonomie. Et on voit la Guadeloupe qui est une belle femme indépendante et notre Guadeloupe que j'aime. Et cette série est importante, pourquoi? Parce que, en fait, je suis la première femme à avoir réalisé une série télé. C'est ça, justement. Il y a beaucoup de séries télé mais réalisées par les hommes, même si elles sont produites par des femmes quelquefois. Par exemple, France Zobda, qui est une super productrice, mais c'est pas elle qui réalise. Et donc, je crois que c'est important d'apporter une vision de femme et de montrer notre imaginaire. Dans la série, parce que bon, on voit bien comment les femmes fonctionnent et on sent bien que derrière il y a Mariette quand même. Voilà. Bon, en fait, on s'incarne un petit peu dans ces personnages, tout compte fait. On s'incarne. Oui. C'est-à-dire, on s'incarne. Est-ce que moi, je m'incarne? Oui. Non, enfin, Est-ce qu'il y a un peu de toi dans... Oh, il y a un peu de moi, mais qu'est-ce que tu fais de mon imaginaire? J'ai beaucoup d'imagination. Oui, j'observe les gens. Le cinéma, c'est pas juste autobiographique, même si mon premier long métrage était autobiographique partiellement, Le Bonheur d'Elsa. Cette série, elle est complètement imaginée. D'abord, je ne suis pas influenceuse et je n'ai pas l'âge de... J'ai pas 22 ans donc, non, il y a bien sûr une partie de moi dans certains personnages, mais c'est complètement imaginé. Et puis, c'était très important pour moi de mettre en avant une femme, parce que nous sommes souvent invisibilisés, accessorisés lorsque les hommes font des films. Et je pense que c'est le moment de nous exprimer. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, et je pense avoir compris un peu pourquoi je fais des films maintenant. Parce que quand j'étais petite, ma mère m'a dit... Tais-toi, tu n'es pas dans ton pays ici. Ah bon? Bats-toi avec ta tête, c'est comme ça que tu vas arriver. Parce qu'elle disait arriver au lieu de dire réussir en créole. Et en fait, oui, parce que nous étions immigrés dans le Paris des années 70-80, et elle se sentait immigrée, et elle me disait, la seule façon que tu as de réussir, c'est de travailler et de rester à ta place, et sans t'exprimer, en restant invisible. Et moi, je trouvais ça d'une violence extraordinaire. Et je crois que j'ai transcendé tout ça en devenant justement réalisatrice et en m'exprimant et en faisant passer mes petits messages. Mais c'est bien ce que je dis. Il y a tes petits messages qui sont glissés dans tes productions. Certainement. Je ne vais pas dire le contraire. Mais pas que. Alors, Mademoiselle New York, que j'appelle Mademoiselle Guadeloupe, donc c'est ce soir à 17h40, c'est ça? 17h40 et un épisode par jour pendant toute la semaine de Noël, avec le dernier épisode le 30, lundi 30. Et je suis heureuse, vraiment, du soutien que j'ai de ZCL et de toute la famille. Tu es une réalisatrice guadeloupéenne, il faut nous voir au cela quand même. Merci beaucoup. Pas de problème. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à Mademoiselle New York sur
Instagram et Facebook. Et je vous donne la Mamzelle New York, s'écrit M-A-N-M-Z-E-L. En créole, c'est en créole. En créole, Mamzelle New York. Oui. On a besoin de votre soutien, donnez-nous de la force. Oui. Ben, tu as la force et on te la donne en te faisant venir ici régulièrement. Merci beaucoup. Pas ni problème. Merci voilà, beaucoup. il est 13h27, c'est la deuxième pause. On reçoit tout à l'heure Gérard Pétapermal, le président du comité du premier jour, puisque je vous l'ai dit, c'est en 1854, le 24 décembre, que dans l'Aurélie, que les premiers Indiens sont arrivés en Guadeloupe. Et chaque année, là on est au 170e anniversaire, il va y avoir une manifestation et surtout l'inauguration d'une nouvelle stèle, un nouveau monument qui se trouve près du MAC. Donc rendez-vous demain à partir de 8h, c'est jusqu'à 12h. Et Gérard Pétapermal viendra tout à l'heure en parler. A tout de suite, on prend la pause. Voilà, il est exactement 13h32. On vous l'a dit, on va recevoir M. Gérard Pétapermal, qui est président du comité du premier jour, 170 ans après l'arrivée des premiers Indiens en Guadeloupe. Mais avant ça, on revient rapidement sur l'actualité avec Imani Tchoudanouj. D'accord. Oh là là, mon Dieu. On va parler non. À chaque fois, c'est OK. D'accord. Donc, on va parler justice et transmission. Une cérémonie solennelle s'est tenue pour la passation du bâtonnier, symbolisant la continuité et le renouveau dans le monde juridique guadeloupéen. Et Michel Depape était parmi eux. On voit des images. Alors effectivement, le barreau, tous les barreaux sont représentés par un bâtonnier. Le bâtonnier, il a la mission d'encadrer, d'aider, de défendre les avocats, mais aussi les justiciables. Et c'est vraiment une charge qui est importante, et qu'il y ait un symbole de passer cette mission-là à celui qui a été élu à la suite est important, parce que ça veut dire en fait que la mission, la charge qui était la nôtre n'est pas anodine. Elle est pour les avocats, mais elle est aussi pour le public, elle est aussi pour la Guadeloupe. C'est pour ça qu'on a tenu à mettre un symbole dedans et à faire cette passation officielle entre moi et Maître Hildebert. Alors, ce sont des fonctions qui sont importantes puisque nous avons des fonctions de représentation en tant que bâtonnier auprès des juridictions, auprès des administrations pour pouvoir représenter l'intérêt du barreau, donc des avocats de ce barreau. Nous avons aussi des fonctions d'administration également, puisque nous devons gérer au quotidien le barreau. Il y a quand même en Guadeloupe 320 avocats, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc c'est une fonction également d'administration, de cette grosse administration, dira-t-on, de cette fonction de bâtonnier. Et nous avons aussi une fonction disciplinaire, puisque la fonction disciplinaire, s'il y a un avocat qui s'écarte de ce que nous appelons notre code de déontologie, eh bien nous sommes là pour pouvoir mettre en œuvre les actions disciplinaires à l'encontre de cet avocat. Comme son nom l'indique, nous sommes aux côtés du bâtonnier, parce qu'on considère que notre ordre est suffisamment conséquent pour diluer, en tout cas répartir la charge entre deux personnes. Donc une sorte d'exécutif bicéphale pour coordonner et pour avoir ce leadership sur l'institution, mais aussi pour préserver donc les intérêts de nos confrères et promouvoir aussi le barreau de Guadeloupe, l'avocat aussi dans la cité, dans la société civile. Ben voilà, donc je vous ai dit, il y a 170 ans, les premiers Indiens débarquaient en Guadeloupe dans des conditions parfois très difficiles. C'était un 24 décembre 1854. 170 ans après, ben, la mémoire est restée et le comité du premier jour, présidé par Gérard Pétapermal, chaque année se met au travail pour cette manifestation. Gérard Pétapermal, merci d'être là. Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, demain, nous allons commémorer les 170 ans de l'arrivée du premier bateau en Guadeloupe. L'Aurélie, le premier bateau qui débarquait les 314 premiers engagés indiens en Guadeloupe. Travailleurs engagés indiens en Guadeloupe. Voilà. Et cette manifestation, elle est symbolique, mais elle est historique aussi. Parce qu'en fait, les Indiens font partie de la communauté guadeloupéenne. Ils ne sont pas à part quand même. Non, mais
quand tu dis que les Indiens font partie de la communauté guadeloupéenne, c'est une évidence. Oui. Non, mais je dis ça parce que... Ça n'a pas toujours été ça. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas toujours été ça. Oui. Donc, maintenant, on a célébré le 150e anniversaire en 2004. Voilà. Mais avant ça, on n'avait rien fait. Oui. Ouais. Donc, depuis 2004 jusqu'à 2024, voilà, c'est nous qui avions célébré l'arrivée des travailleurs indiens Guadeloupe. Alors, autre chose, c'est que la fameuse... il y avait un symbolisme sur la place, près de la place de la Victoire. Cette fois-ci, c'est fini, c'est réglé cette affaire? Alors, en 2005, oui. Nous étions très heureux d'être accueillis par la municipalité de Pointe-à-Pitre de l'époque, qui nous avait accueillis à la DAOS. Mais au fur et à mesure des années, l'espace se dégradait. Et le monument, là où il était installé, n'avait pas de visibilité. De sorte que les gens traversaient la place de la Victoire, allaient à la station de car, mais ne voyaient même pas le monument. Oui. Donc, ils n'avaient pas de visibilité. Et en plus, le lieu était non seulement le lieu était inapproprié, mais il était insalubre. Oui. Donc nous avions sollicité le déplacement du monument vers un autre lieu, et le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, M. Aridju Rimel, nous a mis à notre disposition un terrain à proximité du MAC. Il se trouve que le terrain qu'il a mis à disposition a un caractère historique, parce que c'est vers ces endroits-là même où les premiers Indiens ont posé le pied sur le sol de la Guadeloupe. Alors il y a quand même quelque chose qui se passait à la DAO, c'est que après la manifestation, il y avait des fleurs dans la mer. Oui, mais on aura ça, mais on n'aura pas le même décor, parce qu'on avait une belle jetée, on allait mettre des fleurs à la mer. Mais cette année, ce que nous avons est grandiose. Oui. J'ai vu le programme, il est important. Hein. Oui. Je prends un exemple. Le conseil départemental, en 2023, a pris l'arrêté que la manifestation du 24 décembre soit inscrite dans le calendrier départemental. Donc, c'est une fête départementale. Voilà. Et ensuite, lorsque le maire de la ville de Pointe-à-Pitre nous a accordé le terrain pour le déplacement du monument, le conseil départemental a tout de suite réagi en disant qu'il prend en charge le déplacement et l'installation du monument. Et pour répondre à ta demande de jeter de fleurs à la mer, le président du conseil régional, à ce moment-là, a dit que je suis aussi dans le projet, donc il va faire l'aménagement autour du monument, et sous forme d'esplanade qui ira du monument jusqu'à la mer. Et là, on va faire un escalier qui descend vers la mer, où l'an prochain, nous pourrons facilement faire le jeté de fleurs. Mais il se trouve qu'on va quand même le faire au bord du rivage, sur la gauche. Alors, je vois qu'il y a un tapou dès le départ, c'est ça? Oui, mais dans toutes les manifestations indiennes, rien ne se fait sans qu'il y ait un tapou. Un tapou pour purifier les lieux, un tapou pour appeler les gens, voilà, et un tapou pour guider. Donc le son tapou va précéder la marche, voilà, la marche symbolique qui partira de... je rappelle quand même que ça se passe aux environs à côté du MAC. Oui, à droite parce du MAC. Parce que les gens qui ont déjà pris l'habitude de venir à la DAOS le 24 décembre, il faut savoir qu'il n'y a pas là. Il faut savoir que ce n'est plus là. Voilà, que ça se passe à la DAOS. Et là, on fera une marche symbolique pour arriver disons, au monument du premier jour, vers un lieu qui sera une véritable esplanade. Mais pas encore. Et qui va être inauguré, parce que c'est un dévoilement. Il y aura un dévoilement, puisque le monument, quand il avait été posé en 2005, ça fait presque 20 ans. En 20 ans, il a été détérioré, il s'est passé plein de choses. Donc, le conseil départemental l'a rénové,
Donc il a fait peau neuve, il a retrouvé l'allure d'origine, voilà, et il sera représenté sur un socle où il sera mis en valeur. Alors c'est quoi le drapeau de l'Aurélie? Le drapeau de l'Aurélie, c'était... Alors, quand tu me demandes c'est quoi le drapeau de l'Aurélie, je réponds facilement. On va montrer le drapeau de l'Aurélie. On va dresser le mât de l'Aurélie. Ah, c'est le mât parce que... Le mât de l'Aurélie. Ah, c'est le mât de l'Aurélie. Le drapeau de l'Aurélie, c'est un drapeau bleu, blanc, rouge. L'Aurélie, c'était un voilier français qui battait pavillon français. Non, il avait un drapeau bleu, blanc, rouge. Mais là, il faut se rappeler que la traversée avait duré plus de 90 jours. Donc, les Indiens qui partaient de Pondichéry, qui allaient en Guadeloupe, ils ne pas connaître qui côté ça y est. Donc, ils avaient peur de traverser le Calapani, les eaux noires. Donc, ils ont eu des péripéties, la haute mer, pas la haute mer, des déferlantes. À plusieurs fois, ils ont pensé qu'ils seraient des naufragés. Donc, ils priaient leur divinité. Et en priant les divinités, pendant qu'ils étaient sur le bateau, la seule chose qu'ils voyaient, c'était le drapeau bleu, blanc, rouge qui flottait. Donc, quand ils sont revenus en Guadeloupe, leur premier réflexe, c'était de remercier les divinités. Alors, ils ont fait comme ils font en aide. Ils ont planté un bambou. Du moment que vous avez planté un bambou, vous avez déjà votre chapelle. Ils ont planté un bambou et là-dessus, ils ont planté des fanions, des couleurs bleu, blanc, rouge, du couleur du drapeau de l'Aurélie et aussi des couleurs de l'Inde et aussi des couleurs de leur divinité, parce que chaque divinité a sa couleur, de sorte qu'on va avoir plein de couleurs. Voilà. Alors, donc ça va être planté à l'Aurélie, ça va... pas à l'Aurélie, ça va être le mât de l'Aurélie sera planté... sous l'esplanade, voilà, et bien attaché à un tuteur, et ça va flotter. On pourra le voir de loin. Il fera à peu près 5 mètres de haut. D'accord. Et il y a quand même, comme chaque année, un peu d'artistique quand même, des danses qui sont... Alors, cette année, c'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, parce que il faut voir le monument. Le monument, c'est comme un joyau. Je pense que le département a fait quelque chose. Ils ont mis les moyens. Parce qu'on sortait de quelque part où le monument n'était pas mis en valeur. Voilà. Et le monument, c'est un monument en bronze. Voilà. Et je pense que le conseil départemental a senti toute la portée philosophique, la portée historique et aussi de la partie culturelle et cultuelle de cette affaire. Donc, il a construit un ensemble digne qui met le monument en valeur. Donc, on va le dévoiler, voilà, et on va aussi, comment vous dire, purifier l'espace dans lequel il se trouve. Alors, Jean-Peter Permal, quand j'ai posé la question tout à l'heure en disant que les Indiens faisaient partie de la communauté guadeloupéenne, c'est pas par hasard, c'est parce que cette manifestation n'est pas une manifestation réservée aux Indiens de la Guadeloupe. Non, c'est une manifestation guadeloupéenne. Voilà. Je rappelle, je le dis encore, notre volonté, c'est de faire de cette manifestation une manifestation guadeloupéenne. Mais ceci dit, c'est le comité du premier jour qui commémore l'arrivée des premiers Indiens en Guadeloupe. Donc ça a quand même une dimension culturelle indienne. Voilà. Mais ça permet de porter l'information à tout un public. Est-ce que l'équivalent existe en Martinique? Oui, l'équivalent existe en Martinique. C'est quoi leur date? Je ne connais pas bien leur date, mais l'équivalent existe, sauf que la population indienne à Martinique, elle est moins importante qu'en Guadeloupe. Mais nous sommes en relation avec eux et nous avons eu l'occasion, nous, d'aller à Martinique célébrer cette manifestation avec eux. D'accord. Donc il y a un gigant Peter Permal en Martinique. Non, mais il nous avait invités, voilà, nous sommes allés avec Annick Ragoubert, tout un groupe pour participer avec eux à leur commémoration. Oui, parce qu'en fait, tu le sais, les Indiens sont arrivés un peu partout dans la Caraïbe, à Trinidad, à Suriname, etc., etc. Donc il y a beaucoup de premiers jours dans toute la Caraïbe. Oui, il y a des premiers jours dans toute la Caraïbe, mais les premiers jours existent surtout dans les départements français. Parce que le hasard de l'histoire
en 2004, la France fait l'année de l'Inde. Et comme la France fait l'année de l'Inde en 2004, il est normal qu'elle fait l'année de l'Inde avec les Indiens. Oui. Donc il fait l'année de l'Inde, mais partout en France, dans tous les départements français. Et à La Réunion aussi. Ils font, mais dans tous les départements français, France hexagonale, ils faisaient l'année de l'Inde. Hein, c'était voilà. Donc ils ont fait l'année de l'Inde forcément en Guadeloupe, à Martinique, à La Réunion. Et ils ont fait même des endroits où il n'y avait pas d'Indiens, mais c'était la promotion du lionnage entre l'Inde et la France. Voilà. Et ça fonctionne bien. En tout cas, rendez-vous donc demain. Oui, rendez-vous de demain. Alors, je voudrais demander à la population de venir à 8h. Parce qu'à 8h30 pile, nous allons démarrer la marche du souvenir. D'accord. Donc voilà, de manière à être dans le cortège de la marche, de prendre sa place. Voilà. Pas de dress code? Non, pas de dress code, aucun dress code. La seule chose, c'est une grande manifestation. Donc à la limite, pas venir en short, pas venir en maillot. Hein? Quand même. Voilà, donc et c'est pas une manifestation touristique. Voilà, c'est pas une manifestation touristique d'avoir quand même une tenue décente. Voilà. Mais Jérôme Pétapermal, merci d'être venu. Rendez-vous donc demain à 8h. C'est à la sortie du mémorial à gauche et on retrouvera ce lieu. En tout cas, depuis 8h, j'attends son à Tapoula. Et qu'il y ait un petit coup après, à la fin. À la fin, il y a un cocktail qui est un cocktail correct autour des saveurs indiennes et des saveurs de Noël. Voilà, tu vois le lionnage. Le lionnage, mais oui, voilà, bien sûr. Voilà. Il faut, je le dis déjà, le cocktail est offert par le conseil départemental. Ok, parfait. Merci d'être venu. Merci. 13h48, la dernière information, Iman News, Soudan. On va parler de Noël, puisqu'on est en plein dedans. Marché de Noël qui s'est organisé sur la commune du Lamentin avec diverses animations. Et Olivier Moradel était parmi eux. On voit ce reportage sur la féerie de Noël. Cette année, le maire a voulu surtout mettre l'accent sur l'humain au cœur de l'animation économique de la ville. Voilà. Donc, c'est une année, depuis le 12 décembre, ce programme a commencé. Donc, nous avons eu des animations pour les enfants, des ateliers avec les enfants des différentes écoles de la commune. Nous avons eu le marché de Noël. Vendredi 13, qui a été suivi du grand chanté Noël avec Cactus Show et avec un groupe aussi de Lamentin. Les Lamentinois ont compris que la ville effectivement de Lamentin voulait, à l'occasion des fêtes de fin d'année, leur offrir des festivités, avec des ateliers créatifs que nous avons juste derrière nous, des spectacles. Alors il faut savoir effectivement que le Noël Montimbel a commencé depuis une semaine. Donc avec en introduction le chanté Noël de l'école de musique, donc c'était une première, ça a été un vif succès. Ensuite la semaine dernière avec le grand chanté Noël, le festi-marché et une projection de films en plein air qui a été vraiment appréciée par le public, par la population. Et donc nous clôturons cette semaine de festivités ce soir sur le square de l'hôtel de ville avec ce beau village de Noël. Le cocktail est délicieux, il est rafraîchissant. En plus, c'est à base de plantes, de fleurs, c'est très très bon, original. Le marché de Noël, il est super, les enfants sont contents, les familles. On a la chance d'avoir des mascottes avec nous, beaucoup d'animations, donc c'est super bien. C'est un très beau marché pour la ville de Lamentin. Il y a également des mascottes. Et des mascottes vraiment locales, donc avec Compé Lapin, Compé Zamba, et qui vont bien annoncer, j'ai envie de dire, le spectacle de contes que va nous proposer Conte à Case tout à l'heure à 18h30. Ensuite, nous allons enchaîner avec un défilé de mode enfant-mi, donc c'est-à-dire ce sont nos aînés de l'association de la joie de vivre, puisqu'on veut vraiment des événements qui soient intergénérationnels pour que tout le monde, tous les publics s'y retrouvent, puisque c'est la fête de tous, particulièrement à cette période de Noël. Donc ce défilé de mode. Et ensuite, nous allons clôturer avec un magnifique spectacle de Noël produit par des Guadeloupéens en Guadeloupe. Donc bienvenue au pays des Likinous. Mais moi, je pense que c'est une très bonne initiative pour les enfants. Écoutez, rien les rend heureux. Et pour moi, c'est beaucoup parce qu'ils se rencontrent tous ensemble, quoi.
Et voilà, c'est formidable. Nous sommes satisfaits, nous remercions les parents d'avoir emmené leurs enfants, nous remercions tous ceux qui ont participé à la réussite de cette manifestation cette année. Eh bien, c'est la fin de ce ZCL News de ce lundi 23. Je rappelle que demain, Iman Show sera aux commandes. N'importe quoi. C'est bien ça? Oui, mais enfin... Alors, bonne nuit. Alors, Iman Show demain. Non, on aura une émission spéciale donc avec les différents chroniqueurs qui seront là pour vous remercier de suivre cette émission depuis 10 ans maintenant, mais surtout pour remercier donc cette fin de saison. Et donc il y aura des artistes avec nous. Il y aura des artistes? Oui, il y aura des artistes. Mais c'est un vrai show alors. C'est un show. Bon. C'est un truc à pas rater. Donc demain, 12h30 jusqu'à 14h, même un peu plus, on va être ensemble pour célébrer cette fin d'année. Jusqu'à qu'il est 14h30. 14h30, oui. C'est vraiment spécial même. Voilà. Même. Ouais. Bon, alors, depuis le début du ZCL aujourd'hui, on a un peu de temps, 52. Christophe Gava, commissaire divisionnaire, directeur territorial de la police nationale française. Il était avec un Guadeloupéen, Jean-Pierre Frédéric, commissaire directeur territorial, adjoint de la police nationale française. Ici, ils ont fait le point. La situation n'est pas très belle. La délinquance a augmenté, le nombre de crimes a augmenté, la drogue a augmenté. Enfin bref, il dit moi qu'il y a essayé de maîtriser, mais enfin, c'est compliqué. On a eu Sylvie Rosier, la chroniqueuse du ZCL News, qui nous a fait comment faire le bilan de votre équipe de travail dans votre entreprise, dans votre association, dans votre club ou même dans la famille, et comment déboucher sur des choses positives pour l'année 2025. C'est très important de voir, verbaliser ce qui s'est passé et voir comment on peut aller plus loin. Mariette Montpierre est venue nous présenter son film Mamzelle New York qui est qui sera ce soir sur les petits écrans sur une chaîne nationale en Guadeloupe. Et nous avons reçu Gérard Pétapermal, le président du comité du premier jour. Premier jour, c'est le premier jour que les premiers Indiens sont arrivés en Guadeloupe, le 24 décembre 1854. C'était avec l'Aurélie et ça se passe demain près du Mac. Et sinon, l'actualité, c'est Iman sur Dia News. Alors, au niveau de l'actualité, on a parlé de la distribution des paniers alimentaires sur Capesterre-Belle-Eau. Il était aussi question de la démolition d'un immeuble à Fontlogis, donc suite à un arrêté de mise en sécurité. On a parlé de l'opération SAM du département, donc celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas pendant les fêtes. Il était aussi question de la cérémonie passation du bâtonnier qui a eu lieu à la résidence départementale. Et on vient de finir sur le Lamentin avec le marché de Noël et ses animations, donc voilà, pour Noël, puisque le réveillon, c'est demain. Et je rappelle que nous avons observé une minute de silence en solidarité avec le peuple de Mayotte, puisque vous savez, c'était aujourd'hui un jour de deuil national pour les Mayorais. Et je signale, je vérifie si le gouvernement français est bien nommé, puisqu'il était prévu à 13h30, le gouvernement de François Hollande, qui seront les nouveaux ministres. Pour l'instant, on n'a pas encore... finalement, j'apprends que Xavier Bertrand, qui ne sera pas parti du nouveau gouvernement. Tenions la guerre l'a fini. Alors, tout compte fait, la composition du gouvernement sera annoncée en ce moment. Et donc, vous saurez ça. Vous êtes dans la haute du Père Noël. Ce n'est pas une grosse information, puisque tout le monde a dit qu'on mettait un Kikembe. Moi-même, pas même prendre la peine de payer en l'œil, parce que ça parti là, ça a mal passé. Bref, vous, Guadeloupéens, restez Guadeloupéens. Allez, à demain, à la même heure, et avec Iman en show.